Prendre soin de sa santé, c'est au quotidien. C'est pas un gros truc qu'on change du jour au lendemain. Et les maladies, elles arrivent pas du jour au lendemain. En fait, c'est progressif. C'est des apparitions de symptômes au fur et à mesure. Et en fait, c'est des petites actions quotidiennes qui font qu'on peut limiter l'apparition de ces symptômes et des maladies. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Rabab Mosba est avec nous aujourd'hui. Bonjour Rabab. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Vous êtes gynécologue, obstétricienne, vous êtes spécialisée en chirurgie gynécologique. Alors à la fois des pathologies bénignes de la femme, les fibromes, les kystes ovariens, en endométriose, et ainsi qu'en dans les cancers féminins. Oui. Vous êtes fondatrice de la Gynéco Academy pour les pros de la santé, donc là c'est encore une autre partie de votre activité. Et vous êtes plus généralement passionnée par les questions de santé et plus particulièrement les problématiques qui concernent les femmes. Vous vous êtes formée en lifestyle médecine ou médecine du mode de vie et à la base vous vouliez être médecin généraliste. Qu'est-ce qui fait que vous avez changé de quitter l'autoroute pour devenir gynéco ? Ouais, en fait au début je voulais faire médecine pour faire de l'humanitaire. Donc je voulais faire. Rien à voir, oui. Je voulais être généraliste parce que c'était ce que je pensais vouloir faire. Et en fait, je suis passée dans un stage de chirurgie gynécologique pour être précis. Et j'ai eu un coup de cœur. J'ai adoré cette spécialité et j'ai plus voulu changer depuis. Alors que je ne voulais pas du tout faire de gynécologie avant. Et en fait, je pense que je suis tombée sur des professionnels qui m'ont donné envie d'aimer cette spécialité. Et le fait d'accompagner des femmes, ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup compté et je regrette pas du tout mon choix aujourd'hui. Et c'est un cancer qui vous a donné envie de faire ce métier en plus. Ouais, en plus. Parce que mon premier bloc, c'était un cancer du col qui a duré une journée. Et je sais pas, des fois, ça s'explique pas pourquoi on aime quelque chose. Et en fait. Et vous avez trouvé votre voie à ce moment-là. Exactement, ouais, tout à fait. Alors, on va parler de la santé des femmes. Ce matin, on va parler également de la charge mentale, puisqu'on arrive pendant le mois du Ramadan. Donc, charge mentale qui se charge un peu plus pendant ce mois-là. Vous dites que finalement, nous, on néglige trop souvent l'impact des petites actions sur la santé. Oui, tout à fait. Je pense qu'en fait, on ne se rend pas compte que prendre soin de sa santé, c'est au quotidien. C'est pas un gros truc qu'on change du jour au lendemain. Et les maladies, elles n'arrivent pas du jour au lendemain. En fait, c'est progressif. C'est des apparitions de symptômes au fur et à mesure. Et en fait, c'est des petites actions quotidiennes qui font qu'on peut limiter l'apparition de ces symptômes et des maladies. Ça peut être par exemple marcher un peu tous les jours, marcher dans la nature, lire, boire, l'alimentation que l'on mange au quotidien tous les jours. Et c'est vraiment sur du long terme. C'est pas juste un régime qu'on fait pendant 2-3 mois et qu'on arrête. Le sommeil aussi, c'est quelque chose qui est sous-estimé. Ce qu'on lit, l'alimentation, ce qu'on regarde, ce qu'on entend à la radio, tout ça qui va jouer sur notre mental. Donc c'est vraiment des actions au quotidien. Et ça, c'est beaucoup sous-estimé parce que j'ai l'impression que nous, je m'inclus dedans, on est dans un mode de vie où on ne se rend pas compte, on se lève le matin, on est en mode automatique, en mode pilote, parce qu'il y a des choses qu'on fait par réflexe, et on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est délétère pour notre santé. Alors que ce que le corps aime, c'est la stabilité, des habitudes cohérentes, et qu'il aime des choses qu'on fait tous les jours. En fait. Voilà, c'est ça. En fait, le corps aime ce qu'il connaît surtout. Pas forcément quelque chose de stable, ça dépend d'après des personnalités, mais le corps, il a besoin d'habitudes récurrentes et en final quand on se rend compte qu'on met en place une habitude et que ça nous fait du bien, c'est ce qui permet de la maintenir en fait. C'est quand on se rend compte quel impact ça a sur notre santé, sur notre bien-être. Est-ce que ça nous a permis de nous sentir mieux moralement, est-ce que physiquement on retrouve plus d'énergie, est-ce que notre sommeil il est mieux. C'est ça qui fait que, parce que les habitudes en fait, on peut mettre en place une habitude et puis au bout d'un certain temps on la délaisse. Et en fait ce qui fait qu'on y revient, c'est quand on se rappelle le bien que ça nous faisait. Mais bon, 15 minutes de marche tous les jours, il faut quand même un tout petit peu de recul pour savoir que ça fait du bien. Et on est quand même aujourd'hui dans une culture du résultat immédiat. Exactement. Donc, mais malheureusement, ça, il faut... C'est la cure détox qui va vous détoxifier, c'est la poudre magique de perlimpinpin qui va vous faire aller mieux. Donc en fait, voilà. Oui, mais justement, là, il faut que... C'est important que les gens se rendent compte qu'aller bien, être en bonne santé, ça prend du temps. On ne peut pas ne pas avoir pris soin de sa santé pendant 10 ans et venir avec un diagnostic d'une maladie ou d'une pathologie ou autre, et en fait vouloir la régler en quelques mois ou en quelques semaines, c'est pas possible. Donc c'est important aussi de prendre conscience que, comme vous dites, en fait il y a des choses, ça demande du recul, ça demande du temps, mais malheureusement, effectivement, moi je le vois en consultation, elles viennent en une première consultation, il faut que le problème il soit réglé tout de suite, en 1 ou 2 consultations, c'est pas possible.
Des fois, on demande des examens, ils sont pas faits. En fait, il n'y a même pas l'énergie et l'effort mis en place pour que ça aille vite. On est vraiment dans cette demande de quelque chose de rapide, tout de suite maintenant. Donne-moi une pilule. Un comprimé magique qui réglerait qui va régler un mon problème qui dure depuis longtemps en plus. C'est même pas un problème aigu qu'on peut régler comme une infection avec des antibiotiques. Là, c'est un problème qui peut durer depuis des années. Et plus le problème dure longtemps, et plus la solution, elle va prendre du temps à se mettre en place. Donc, quand on n'a pas pris soin de sa santé, quand on n'a pas fait attention à sa santé pendant 10-15 ans, et en général, quand on se rend compte de ça, on a passé la trentaine, voire 35 ans, parce que quand on est jeune, le corps, il arrive à compenser, il arrive à gérer. Donc, on ne se rend pas compte que ce qu'on boit, ce qu'on mange, quand on ne fait pas de sport, on va mal. Donc, à 30-35 ans, le corps, il commence à dire là, je vais pas bien. Et ben là, on se rend compte, mais à ce moment-là, ça va prendre du temps. C'est pas en 2 jours qu'on va régler ce problème. Les femmes font moins attention à leur santé Alors, elles font pas moins attention à leur santé, mais elles ne priorisent pas leur santé par rapport à celle de leur entourage, surtout. Leur mari ou leurs enfants. Elles vont d'abord prendre des rendez-vous médicaux pour leurs proches, parents, mari, conjoint, enfants, et ensuite pour elles-mêmes. Ça, c'est les statistiques l'ont prouvé. Au-delà du fait que c'est compliqué pour elles d'avoir un rendez-vous gynécologique parce qu'il y a une pénurie, les délais sont très longs, etc. Mais il y a vraiment ce fait de les femmes mettent en santé, mettent en second plan leur santé par rapport aux autres. Dans votre discipline, il y a aussi une allégation où on a beaucoup dit aux femmes c'est normal. Et en fait, les femmes ont appris à souffrir en silence derrière ce c'est normal. Oui, c'est ça. Et je lutte tous les jours pour rappeler qu'il y a des choses, c'est pas normal. Et on leur a tellement rappelé que c'est normal que quand je dis par exemple que des règles douloureuses ou un syndrome prémenstruel ou des règles abondantes, c'est pas normal, on leur a tellement rappelé que c'était normal que des fois, elles me disent mais est-ce que vous êtes sûr vraiment que c'est pas normal ? Parce qu'en fait, autour de moi, j'ai que ça. Et c'est vrai qu'il y a des pathologies gynécologiques, des problèmes gynécologiques comme les règles douloureuses qui sont très fréquentes. Le syndrome prémenstruel aussi, il y en a plein. Il y a peut-être 80% des femmes qui en souffrent. Même si pendant des années, alors là, pour le coup, on n'en a pas du tout parlé. Parce que c'était normal. Être irritable avant ses règles, c'est normal, c'est les hormones. Donc on n'en parlait pas parce que c'était normal en fait. SPM, alors c'était vraiment un truc. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui peut carrément gâcher la vie des femmes. Tous les mois, pendant une semaine, on est en mode irritabilité, on n'est pas bien, on ne comprend pas ce qui se passe dans notre corps. Donc oui, ça peut gâcher la vie des femmes, comme les règles douloureuses, comme les règles abondantes, comme d'autres choses. Et en fait, le fait d'avoir répété c'est normal, les femmes, elles ont conscientisé le fait qu'en fait, être une femme, c'est normal, et c'est normal de souffrir parce qu'on est une femme. Donc en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de solution. Et au bout d'un moment, souffrir en silence. Exactement. Et ça, c'est pour ça que j'ai mon compte Instagram, c'est pour répéter toutes ces choses-là, que c'est pas parce qu'on est une femme qu'avoir des symptômes, c'est normal. En fait, dans cette société, je trouve que notre condition de femme, ça va être dur ce que je vais dire, mais on n'est pas respecté dans notre condition de femme, dans le sens où on ne connaît pas notre cycle hormonal, on ne nous apprend pas à connaître notre cycle hormonal, et du coup, on travaille comme des hommes, on a un rythme de vie comme des hommes, alors qu'en fait, on a un cycle hormonal qui est complètement différent de celui des hommes, donc un fonctionnement qui est différent. Et donc, quand on n'est pas... Et les hormones ont un impact... complètement différent. Voilà, ça a un impact sur notre état, tout à fait. Sur notre état physique, notre énergie. Et c'est pour ça que plus de femmes font des burn-out, qu'il y a plus de pathologies hormonales, mais aussi les cancers. En fait, les cancers, elles apparaissent à un âge avancé. Mais c'est tout un processus qui est lié à des dérèglements hormonaux plus jeunes. Donc c'est pas juste les hormones. En fait, les hormones, elles régissent tout le fonctionnement du corps humain, et la plupart des pathologies, des maladies, cancers, problèmes cardiovasculaires, de base, elles viennent des dérèglements hormonaux. Vous avez découvert une méthode, alors je ne sais pas si c'est une méthode magique, 30-30-3. Pour l'alimentation. 30 et 3. Ça, c'est pour l'alimentation. Alors, c'est pas une méthode magique, mais c'est pour... je l'ai plus en tête, mais c'est 30 grammes de protéines. Oui, c'est ça, par jour. Et le matin. Oui. Ouais. Alors, après, ça, c'est vraiment... pour un outil, pour celles qui ne savent pas... mais je l'ai plus en tête, c'est 30 grammes de protéines, 30... Après, j'en avais plus pour 30... je l'ai plus en tête. On va regarder. Je l'avais parlé, mais... on va regarder pendant... J'en avais parlé sur un post, mais je me souviens plus. Et en fait, c'est vrai que la plupart des femmes me disaient oui, mais c'est trop dur de manger des protéines. Et ça encore, c'est quelque chose qu'elles ne connaissent pas, c'est que en fait, c'est dur parce qu'on n'a pas l'habitude de manger des protéines. 30 grammes de protéines, après il doit y avoir 30 grammes de fibres. C'est ça. Ouais, parce que... Alors là, je sais pas à quoi ça correspond, 30 grammes de fibres, mais... Par jour, ouais. Je sais pas. Mais en gros, pour schématiser, lorsqu'on a une assiette, 50% ça doit être des fibres, donc des légumes. L'autre 50% se divise en une partie des féculents et une partie des protéines.
Mais encore une fois, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire que si on a grandi et on donne encore à nos enfants des céréales, du lait, des gâteaux le matin, oui, forcément, à l'âge adulte, ça va être difficile de manger du salé et des protéines. Au petit déjeuner. Mais ça c'est pas impossible. Et ça, c'est aussi quelque chose que je veux dire, c'est que à chaque fois sur des comptes, sur mes posts, quand je parle de changement d'habitude, que ce soit le sport, l'alimentation ou autre, on me répond oui, mais c'est difficile, mais j'ai pas le temps. Mais ceci, mais j'ai mes enfants, mais cela. Mais en fait, déjà le temps, ça se prend. Et en plus, les habitudes, en fait, on décide de mettre en place une habitude. Donc si dans sa tête, on se dit que c'est mort, que c'est pas possible, qu'on n'a pas le temps, bah, ça va être difficile de le mettre en place. Parce que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on se dit, si vous vous répétez toute la journée dans votre cerveau, moi j'y arriverai pas, ou moi je suis comme ça, ou moi je suis quelqu'un de stressé, de toute façon ce sera toujours comme ça toute ma vie, c'est fort probable que ça reste comme ça, parce qu'en fait vous ne mettez pas en place les choses qu'il faut pour ça, en fait, pour changer. La première chose à faire, c'est de changer ce qu'on pense, en fait, et de changer de vocabulaire. Et ça, c'est vraiment important dans les maladies. Ouais. Ça peut paraître complètement surfait ou juste superficiel, mais en gros, c'est super important quand on souffre d'une maladie de pas se bloquer, de dire de toute façon, je resterai malade toute ma vie. Parce que ça, c'est une phrase que le cerveau dit et que du coup, on prend pour vrai et qu'on va instaurer toute sa vie. Alors qu'on n'est pas sa maladie. On n'est pas sa maladie. Alors, je suis endométriosique, je suis SOPK, etc. J'insiste pour dire on a une maladie, donc j'ai un SOPK ou j'ai une maladie ou autre, parce qu'on n'est pas sa maladie. Et en plus, le fait d'avoir une maladie, le fait d'accepter la maladie, ça ne veut pas dire accepter de souffrir toute sa vie. Parce que moi, je le vois dans mes consultations. Oui, par exemple, l'endométriose, il y a des femmes, elles en souffrent beaucoup. Et pourtant, elles arrivent à en guérir au bout d'un certain temps. Quand je dis guérir, c'est soulager leurs symptômes, c'est pas guérir la maladie. Elles arrivent à avoir beaucoup moins mal parce qu'elles ont mis en place certaines choses. Donc c'est possible, en fait. Mais encore il faut mettre en place un certain nombre d'actions. Ouais, et il faut vraiment ce truc de la phrase. Je sais que beaucoup vont me dire ouais, mais tu nous fais un truc de coaching ou je sais pas quoi. Mais en vrai, c'est hyper important de développement personnel. Voilà, mais c'est pas ça. C'est vraiment important de choisir les bons mots que l'on se dit. Avec Rabab Mosbah, qui est notre invitée aujourd'hui, gynécologue obstétricienne. On fera une émission sur règles et ramadan qu'on diffusera dans les jours qui viennent, puisqu'on approche du mois de Ramadan. Oui. Alors, on disait tout à l'heure, quand on parlait de la santé... Ah non, attends, il y a un truc qu'on n'a pas fini. La règle des 30, 30, 30. Ah oui, les 30. 30 et 3 pour l'alimentation. Donc, c'est 30 grammes de protéines, 30 grammes de fibres et 3 probiotiques par jour. Voilà. Ça, c'est la règle pour ne pas prendre de poids. Oui, pour simplifier, en gros, c'est une bonne alimentation. C'est pas pour ne pas prendre de poids, c'est vraiment pour avoir les ressources nécessaires pour votre corps, parce que pour manger des protéines, ça va accélérer votre métabolisme. Donc, qui dit accélération du métabolisme dit favoriser la perte de poids. Les fibres également pour une bonne santé intestinale et les probiotiques aussi. Il faut savoir que quasiment 90% des problèmes de santé partent des intestins. Donc, tout ce qui favorise une bonne santé intestinale, c'est tout bénef. Donc, les probiotiques, les fibres, mais aussi les protéines pour tout ce qui est métabolisme. Surtout, parce que là, on s'adresse aux femmes. Alors, pas que pour ces femmes-là, mais surtout au moment de la préménopause. Vraiment, cette alimentation, elle va être cruciale pour limiter les problèmes, les symptômes liés aux déséquilibres hormonaux durant cette phase-là, notamment les protéines. Et on rappelle la date à partir de laquelle il faut s'en occuper de la préménopause. C'est quel âge ? Le plus tôt possible. En gros, la préménopause, c'est 8 à 10 ans avant la ménopause. Donc, l'âge moyen de la ménopause, c'est 50 ans, vers la quarantaine. Donc, on peut avoir des symptômes. Il faut démarrer tôt, quoi. Mais en fait, plus tôt on commence à prendre soin de sa santé, c'est ça tout l'objectif de la prévention, c'est plus tôt on commence et moins on va avoir de symptômes, plus on va avancer en âge et mieux on va vivre sa ménopause ou sa transition ménopausique. D'ailleurs, les femmes qui ont une bonne hygiène de vie, alors il n'y a pas que l'hygiène de vie, parce qu'après il y a aussi tous les traitements hormonaux, etc. Mais les femmes qui ont une bonne hygiène de vie vivent mieux leur ménopause. Mais c'est physiologique, c'est logique. Et vieillissent mieux en règle générale. De toute façon, au bout d'un moment, c'est la discipline qu'on voit. Il n'y a pas de secret de toute façon. Exactement. Alors, on disait tout à l'heure, par exemple, que beaucoup de femmes qui avaient des douleurs, on leur disait c'est normal. Il y a une deuxième allégation, c'est le stress. Ah oui. Alors, quand vous êtes face à des signes qu'on ne comprend pas,
on vous dit c'est normal, c'est le stress. Oui. Alors déjà, est-ce qu'on peut définir ce que c'est le stress ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, dire c'est le stress, ça ne veut pas dire c'est dans sa tête. Les gens l'interprètent comme ça. Quand on dit il y a probablement une part de stress dans les symptômes que vous avez, ça ne veut pas dire que c'est dans la tête. Parce qu'en fait, pour simplifier, le stress, c'est une réaction du corps. C'est un instinct de survie. C'est-à-dire que par exemple, le stress aigu, si je mets ma main sur une plaque, c'est chaud, je la retire parce que sinon je vais me brûler. Ou à l'époque préhistorique, lorsqu'ils chassaient et qu'il y avait un prédateur, c'est un instinct de survie. Il fallait détaler. Voilà, à la base, c'est ça le stress. Le stress aigu, par exemple, je suis en train de conduire, j'ai pas vu le feu rouge, il y a un piéton qui traverse, je le vois, mon cerveau va enclencher tout un mécanisme pour que j'appuie le plus rapidement possible sur le frein et pas que j'écrase le piéton qui est en face de moi. C'est vraiment l'instinct de survie. Ça, c'est le stress aigu. Mais à côté, et le stress aigu, il est bon pour nous. On en a besoin. Pour survivre, on a besoin du stress, sinon on ne survit pas. À côté, il y a le stress chronique. Et nous, quand je dis nous, c'est la population aujourd'hui, en 2025, la société dans laquelle on vit, on est dans un stress chronique. C'est-à-dire qu'on est tout le temps stressé. Et c'est ça qui est néfaste pour le corps. Parce qu'on n'est pas censé sécréter tout le temps les hormones du stress, comme le cortisol ou autre. Parce que ça, normalement, c'est censé être des phases aiguës. Sauf que lorsqu'on est tout le temps stressé, l'hormone telle que le cortisol, elle va impacter les autres hormones, elle va entraîner des équilibres hormonaux, et puis ça va entraîner des maladies, en fait. Donc c'est ça le stress. Mais c'est pas parce que le stress, ça peut être physique, ça peut être, je fais du sport intense, c'est un stress. Si je mange pas assez, les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, c'est un stress aussi. Il y a plusieurs sources de stress, ça peut être physique, émotionnel, psychologique, mais c'est pas dans la tête, parce qu'en fait, le stress va engendrer des dérèglements hormonaux qui vont engendrer des réactions au niveau des cellules. Et c'est ça qui va faire que les maladies vont apparaître. Les problèmes hormonaux, les problèmes cardiaques, les problèmes cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète. C'est pas que le stress, mais ça peut être le stress peut être un facteur. Un des éléments déclencheurs. Un des éléments. Et aujourd'hui, le stress, c'est le facteur, pour moi, le facteur numéro 1 de beaucoup de maladies, notamment en gynécologie. C'est-à-dire que l'endométriose, c'est pas le stress, la cause de l'endométriose. Mais si on ne traite pas le stress dans la vie de la patiente qui a cette maladie-là, si on ne met pas le côté gestion du stress dans la prise en charge, on risque de ne pas réussir à la soulager de façon optimale. Parce que le stress va accentuer l'inflammation, il va accentuer les douleurs, il va entraîner de l'inflammation au niveau digestif, donc des déséquilibres au niveau digestif, au niveau du microbiote, de la perméabilité intestinale, il va entraîner des prises de poids, des problèmes de sommeil, enfin tout plein de symptômes qui, sur du long terme, vont entraîner des maladies. C'est-à-dire que finalement, le stress a un impact sur la santé des femmes. Ah, mais clairement. Et pour moi, c'est pas le seul facteur, parce qu'il y a tout le reste, mais c'est le premier facteur qui va impacter le reste, parce que ça va impacter le sommeil, ça va impacter aussi notre alimentation. Si on est tout le temps stressé, on va être plus sujette à avoir des fringales sucrées, à vouloir manger du sucre ou des aliments qui ne sont pas forcément bons pour notre santé. Donc tout ça fait que oui, pour moi le stress c'est important de le traiter. Et encore une fois, dire à quelqu'un c'est le stress, ça ne veut pas dire c'est dans ta tête et il n'y a rien qui explique la maladie. Non, au contraire, le stress explique pourquoi on développe ces symptômes-là. D'ailleurs, les signes d'un taux de cortisol trop élevé, ça se voit physiquement. Ça peut se voir physiquement. Ouais. Ça se voit. Alors les symptômes d'un stress chronique ou d'un cortisol trop élevé, c'est un problème de sommeil déjà. On s'endort très tard et lorsqu'on se réveille le matin, on est fatigué. Les fringales sucrées, parce que ça déséquilibre les hormones de l'appétit. On a plus d'appétit, mais on a plus d'appétit pour les choses sucrées. Et du coup, physiquement, on a plus. Il peut y avoir un surpoids, mais aussi au niveau abdominal. Il peut y avoir aussi de la rétention, donc on a l'impression d'être gonflé en haut au niveau du visage. Il y a de l'inflammation, donc ça peut être des troubles digestifs, comme des troubles de transit, des ballonnements. Il peut aussi y avoir des problèmes cutanés, comme de l'acné, des problèmes dermatologiques, des chutes de cheveux, de la fatigue chronique, le brouillard mental. Donc oui, il y a un stress chronique. Pour un stress chronique ou un taux de cortisol élevé, j'ai pas besoin de prise de sang. Juste en interrogeant la patiente sur les symptômes qu'elle a et son mode de vie. Si elle me dit qu'elle travaille de 8h à 18h sans pause dans la journée et qu'en plus le soir elle doit s'occuper de ses enfants et qu'elle dort tard, là on est quasiment certain, et surtout si ça dure depuis longtemps, on est quasiment certain. Et après le stress chronique, la dernière étape c'est le burn-out, c'est l'épuisement. Parce qu'au bout d'un moment le corps il n'arrive plus à suivre. Le cortisol c'est une hormone qui est vitale. On n'arrête jamais d'en sécréter. Donc le corps va toujours sécréter du cortisol.
Mais au bout d'un moment, il n'arrivera plus à suivre et le corps va finir par s'épuiser en fait. Ce qu'il y a, c'est que les femmes ne font pas forcément le lien entre le stress et certains symptômes qu'elles ont. Non, parce que, comme je disais, on est dans un mode de vie où on pense que c'est normal de vivre comme ça. On pense que c'est normal de se lever le matin, d'enchaîner directement avec une journée de travail, sans pause. Moi, quand j'interroge mes patientes sur leur rythme de vie, il n'y a quasiment aucune quand je leur demande si elles ont des pauses dans la journée ou vraiment pour elles, ou elles sont en mode off, ou elles font de la respiration, de la lecture ou autre, ou elles ne sont pas en train de travailler, il n'y en a quasiment pas. Et ça, pour le système nerveux, c'est celui qui gère le stress. Pour le système nerveux, on n'est pas fait pour être tout le temps en activité. On a besoin de moments off dans la journée, dans la semaine. Et si on les a pas, le corps n'arrive pas à suivre. Tout est lié en fait. Il faut appuyer sur pause. Exactement. Et ça, on ne nous l'a pas appris. On n'est pas dans une société qui nous le permet. Enfin, je veux dire, peu de personnes dans le travail où elles sont peuvent se permettre de faire une pause comme ça quand elles veulent parce qu'elles en ont besoin. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas le lien entre le stress. Et surtout, on pense toujours que le stress, c'est dans la tête. Mais en fait, oui, c'est dans la tête, c'est dans le cerveau. Mais le cerveau va donner l'ordre de sécréter certaines hormones qui, elles, vont agir sur le reste du corps, sur les autres organes. Comment on fait pour établir l'équilibre du stress? Déjà, c'est d'en avoir conscience. Parce que le stress, on ne le ressent pas forcément. Il y en a certaines qui vont le ressentir parce qu'elles savent qu'elles sont stressées, mais on ne le ressent pas forcément. C'est parfois juste le mode de vie, c'est-à-dire que, comme je disais, si on a un rythme de vie à 100 à l'heure ou qu'on fait du sport trop intense toute la semaine et qu'en plus on n'a pas une alimentation parce qu'on fait des régimes trop restrictifs, là, pour le corps, c'est un stress. Donc, c'est juste d'avoir conscience de ce que le corps peut vivre comme un stress. Et ensuite, c'est de mettre en place des petites choses quotidiennes dans sa vie pour diminuer ce stress et d'y aller progressivement. Pour moi, la première chose, c'est ce que je le répète tout le temps, c'est des moments off dans la journée. Ça peut être juste 10 minutes le matin, 10 minutes le soir avant de se coucher, mais vraiment des moments qui permettent à l'organisme, au système nerveux de ralentir. Donc soit de méditer, soit de faire de la respiration, ce qu'on veut, de la lecture, mais quelque chose qui nous permette au cerveau de redescendre, en fait, de plus être en hyperactivité. Alors que quand on scrolle sur nos écrans, on est en hyperactivité parce qu'on est attentif. Oui, on fait pas rien. Exactement. Donc il y a ça, il y a le sommeil. Là, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil, mais essayer de se mettre des routines, dormir tard le soir à la même heure pour se réveiller à la même heure, éviter les écrans le soir, avoir une température ambiante assez basse pour favoriser le sommeil. Et puis l'activité physique. Alors quand je dis activité physique, c'est pas forcément du sport, ça peut être juste la marche. La marche dans la nature, par exemple, c'est prouvé scientifiquement que ça diminue les hormones du stress. Et puis après, il y a tout ce qui est, on sous-estime aussi beaucoup, mais tout ce qui est relations sociales. Le fait d'être en contact avec d'autres personnes, les câlins avec son conjoint, des choses comme ça, ça permet de diminuer le stress. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup sous-estimé. Ou alors vous faites comme Rabab, vous achetez des poids. Ah oui, et on fait des poids. Mais il n'y a pas que ça. Mais plutôt que le cardio. Alors, parce que le cardio, vous avez dit que le cardio c'était mauvais pour le stress. Oui, alors, en généralisant, si on fait que du cardio... Oui, c'est vrai que j'ai pris un raccourci. Oui, mais vous avez raison, parce que si on ne fait que du cardio, parce que souvent quand on veut perdre du poids rapidement, c'est ce qu'on se dit, on va faire beaucoup de cardio. Sauf que si on fait que du cardio, le corps il va être obligé de sécréter des hormones telles que le cortisol, parce qu'on ne peut pas faire du cardio comme ça. Donc forcément, si en plus on a des dérèglements hormonaux, ça ne va pas favoriser la perte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, parce qu'il y en a certaines personnes, ça les décharge, ça leur fait du bien psychologiquement. Oui, parce qu'il y a un côté des fouloirs. Exactement. Donc, ce qui fait du bien psychologiquement, il faut le faire, parce que le stress, c'est aussi psychologique. Mais si on fait que ça, pour le corps, c'est pas forcément la meilleure chose. Donc, alterner entre le cardio, le renforcement musculaire avec les poids, ou du pilate, ou quelque chose de doux pour le corps. Mais tout est bon pour la santé, il n'y a rien qui est mauvais, mais il faut juste trouver le juste milieu et ce qui nous convient à nous. C'est-à-dire que si vous faites du cardio 3 à 4 fois par semaine pendant plusieurs mois et que vous ne perdez pas de poids, c'est qu'il y a une raison quelque part. Alors, c'est simpliste ce que je dis, mais vraiment, il faut essayer de chercher le truc qui... Parce que le poids, c'est aussi un problème chez beaucoup de femmes. Et moi, je le vois quand je pose des questions aux femmes, souvent on me dit oui, mais en fait, ce que je dis, c'est basique. Mais je vous jure que la plupart ne font pas la base n'est pas respectée dans le sens où le sommeil n'est pas bon, alors que le sommeil, c'est aussi la première chose à avoir pour le poids, parce que quand on dort pas bien, on sécrète, le cortisol ne va pas être sécrété de façon physiologique, il va favoriser la production d'insuline,
l'appétit sera pas le même, on va avoir des envies de sucré, donc forcément ça va impacter le poids. Donc le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, c'est 3 piliers qui sont pour moi sous-cotés, et quand on le dit, on nous dit ouais mais c'est du basique. Oui mais il est même pas mis en place là pour l'instant. Déjà comment les gens négligent. On commence par ça, et si ça marche pas, on peut aller chercher plus loin. Mais déjà, on voit ça. Voilà, on parlait du stress hors antenne avec Rabab Mosba, mon invité, notamment de l'impact du stress sur la santé des femmes. Mais on peut avoir un boulot stressant. Oui. Par exemple. Oui. Très stressant. Oui. Voilà. Alors après, moi, je dis pas que j'ai toutes les solutions. Moi, je suis là pour donner des conseils, et surtout pour que les gens prennent conscience que oui, on n'a pas forcément, on peut avoir un boulot stressant, il n'y en a pas forcément le choix du travail, et on n'a pas forcément le choix en fait, parce qu'on a une famille à nourrir ou autre. Ça, j'en suis consciente, mais moi, je suis là pour vous informer de ce que ça peut impacter dans votre santé. Et comme je le disais, les maladies, elles n'arrivent pas du jour au lendemain. C'est des processus en fait, c'est des processus qui durent parfois plusieurs années. Donc quand on a des symptômes et qu'on tire sur la corde, etc., parce que il faut et qu'on n'a pas le choix, souvent moi je le vois en consultation, c'est des diagnostics, après ça a fini en cancer, en AVC, en infarctus, et encore une fois, je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais moi mon objectif c'est vraiment d'informer les gens sur la prévention et la gestion du stress. Si vous pouvez pas changer de travail, ok, il y a pas de souci, on a un travail stressant, on peut pas changer de travail. Par contre, à côté, il faut mettre en place des choses qui permettent de diminuer votre stress. Soit en dehors du travail, soit dans le travail même, si vous pouvez, soit en dehors du travail, dans votre vie personnelle, à côté, des choses qui permettent à votre corps de tenir. Parce qu'en fait, votre corps, c'est votre voiture, en fait. C'est grâce à ça que vous tenez. Si elle lâche et que vous finissez en burn-out ou à cause d'un problème de santé qui vous empêche de travailler, là, pour le coup, vous ne pourrez plus travailler. Et c'est ça, tout le risque de tirer sur la corde, en fait. C'est la vie qui vous arrête. Oui. Dans ces cas-là, c'est pas vous qui appuyez sur le bouton pause. Il y a quelqu'un qui appuie sur le bouton pause pour vous. Et je peux en parler parce que moi, j'ai fait un burn-out et j'ai tiré sur la corde en disant ça va aller, je vais tenir. Mais en fait, quand du jour au lendemain, on ne peut plus travailler, physiquement, en fait, le corps ne tient plus, c'est plus possible. Donc vraiment, et il faut pas voir grand, c'est-à-dire que c'est pas forcément des grandes choses qui vont permettre d'aller mieux. Il faut vraiment voir sur du long terme et des petites actions quotidiennes, step by step, vraiment des petites actions. Si vous n'avez pas le temps de faire du sport, 5 minutes d'étirement le matin, enfin vraiment des courtes durées, mieux vaut quelques minutes que rien du tout. À noter que les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de mortalité chez les femmes. Et ça, on ne le dit pas assez. Avant le cancer. Ouais, l'AVC, c'est la première cause chez les femmes, surtout au moment de la préménopause et de la ménopause, justement. Pourquoi ? C'est à cause du changement hormonal ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, il y a beaucoup de liens liés aux changements hormonaux, parce qu'il y a moins d'œstrogènes et de progestérone, et que les œstrogènes et les progestérones ont une protection au niveau cardiovasculaire. C'est une des raisons pour laquelle, par exemple, quand on opère une femme et qu'on retire l'utérus, on ne va pas retirer les ovaires pour ne pas la mettre en ménopause trop tôt, parce qu'on sait que ça protège au niveau cardiovasculaire. Donc cette période de transition ménopausique, ce changement hormonal, il est hyper important dans la vie des femmes, parce qu'il peut être source de problèmes de santé graves comme l'AVC si on ne fait pas de prévention en amont. La charge mentale pèse lourd sur la santé des femmes, et la charge mentale augmente pendant le mois de Ramadan. Alors c'est un concept qui n'est pas si récent que ça, le concept de charge mentale, parce qu'il a au moins une quarantaine d'années, mais on en parle depuis, on va dire, une dizaine d'années, de la charge mentale. Oui, on en parle de plus en plus lorsque de plus en plus de femmes libèrent la parole en parlant de charge mentale, de ce qu'elles vivent, notamment dans leur couple ou dans leur famille, parce que la charge mentale repose sur elles, sur les enfants, tout ce qu'elles doivent faire, même si c'est pas elles qui le font, c'est à elles d'y penser, c'est à elles de dire quand le faire, quoi faire. Par exemple, il y a des études qui montraient que lorsque les pères emmènent leurs enfants chez le pédiatre, c'est quand même la mère qui prépare le rendez-vous, avec le carnet de santé, qui dit ce qu'il doit prendre, quand est-ce qu'il a eu la maladie, etc. Le père n'est pas capable de répondre aux questions si la mère ne lui dit pas quand. Donc ça, c'est une charge mentale pour une mère. Et pendant le Ramadan, puisque là, ce qu'on va parler, c'est que les femmes, elles se mettent une pression de dingue sur la réussite des repas, sur comment le déroulé doit se faire, sur le ménage, sur les repas, sur tout ce qu'on fait en temps normal, mais en 10 fois plus pendant le Ramadan. Donc là, en fait, c'est pas une vraie charge mentale, c'est une charge mentale, c'est une pression que les femmes se mettent. Finalement, il n'y a pas de pression. Alors, ça dépend de comment on conçoit la chose. Si elles sont dans une dynamique familiale où la charge repose sur elles, si elles ont une charge mentale. Mais peut-être qu'en plus, elles se mettent aussi une pression supplémentaire. Mais la charge mentale, elle est quand même là.
Enfin, tout dépend de la dynamique dans laquelle on est de famille. Je ne peux pas parler à leur place, mais de ce que je connais, la plupart du temps, la charge mentale repose quand même sur les femmes. C'est quand même à elles de préparer les repas, les courses qu'il faut acheter, ce qu'il faut faire. Quand vous regardez sur Instagram, les comptes qui parlent de préparer les repas à l'avance, c'est des comptes de femmes. Hein, Oui, ça, c'est les warriors de l'organisation. Celles qui vous disent qu'il faut préparer les briques et les congeler. Oui, c'est ça. N'empêche que ça peut aider en termes de stress. C'est quelque chose qui peut aider d'anticiper. Puisque c'est préparé, donc on n'a plus à y penser et ça peut diminuer la charge mentale, mais tout dépend de comment on fonctionne. Il y a certaines personnes chez qui c'est pas la bonne solution et d'autres chez qui c'est le bon truc. Mais le message à porter, c'est vraiment d'essayer de... Ouais, je pense vraiment que c'est aussi aux femmes de se dire que ce n'est pas à elles de porter tout ça, en fait. C'est pas à elles de porter cette charge mentale et cette pression, que si le repas n'est pas prêt dans les minutes qui viennent, ou si la vaisselle n'est pas faite en temps et en heure, c'est pas grave, ou qu'elle peut le déléguer, et si c'est pas fait comme elle le veut, c'est pas grave non plus. Là, on va vous dire que vous êtes une dangereuse féministe. Oh, non, pas du tout. Non, mais c'est vrai, c'est pour sa santé. Vous verrez les commentaires, alors là. Encore une fois, c'est pour sa santé. Parce que... Attendez, vous verrez les commentaires. Je sais pas. Non, mais c'est vrai que bon, de toute façon, c'est vrai que ça dépend déjà, c'est pas propre au Ramadan, ça dépend comment on est organisé avant le Ramadan. Oui. Hein, mais pendant le Ramadan, il y a un climat qui fait que on a envie que ce soit bien fait, on a envie que ce soit, comme vous le disiez, ponctuel, en temps, en heure. Voilà, et on fait des repas qu'on fait pas comme d'habitude, c'est quand même des gros repas. Donc ça peut aussi être un conseil qu'on peut donner. On n'a pas forcément besoin de faire un repas, une grande tablée. On peut faire un repas normal, simple, pendant le Ramadan. En plus, si c'est équilibré, diététique, c'est encore mieux. Enfin, il y en a qui aiment, par exemple, qui n'aiment pas manger la même soupe 2 jours de suite. Oui, après... Oui, mais dans ces cas-là, il faut trouver... Vous voyez, mais je connais ça. Ouais. Donc il faut faire une soupe neuve tous les jours. Voilà, ouais. Encore une fois, il faut voir le côté avantage, inconvénient. C'est-à-dire, j'aime pas manger ça, mais est-ce que le fait de le faire tous les jours, qu'est-ce que ça impacte sur mon rythme de vie ou sur ma santé? Oui, de toute façon, quelles sont les conséquences de la charge mentale sur la santé? C'est comme en fait, la charge mentale, c'est un stress. Donc ça revient aux mêmes conséquences. D'ailleurs, en parlant de stress et Ramadan, il y a une chose que j'aimerais bien parler, je pars un peu sur le côté, mais c'est les règles pendant le Ramadan. Il y a beaucoup de femmes qui remarquent des changements de règles. Soit elles ont des règles à des moments où elles ne devraient pas en avoir, soit elles ont des règles en retard, des troubles du cycle. Et ça, clairement, ça peut être le stress qui peut être la cause. Alors, ça peut être le stress de la charge mentale, ça peut être le stress du jeûne, parce que le jeûne, c'est un stress en soi. Se mettre à jeûner du jour au lendemain avec des journées longues tous les jours, pour le corps, c'est un stress parce qu'il n'a pas l'habitude. Donc, ça lui demande de l'adaptation. Et donc, tout ça peut entraîner des troubles de règles chez les femmes, et donc il faut juste qu'elles en aient conscience et qu'elles soient pas en stress justement à cause de ça, parce que souvent elles sont en panique. J'ai pas eu mes règles, mais j'ai eu mes règles alors que j'aurais pas dû les avoir. Derrière tout ça, la question c'est est-ce que je dois jeûner ou est-ce que je dois pas jeûner, c'est la question. Si c'est leur alors. Vous voyez, c'est toujours pareil. La question, le stress vient du fait est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai mal fait. Est-ce que j'aurais dû jeûner ou est-ce que j'aurais pas dû jeûner? C'est ça le truc. Moi j'aurais tendance à dire que si c'est des règles, si par exemple c'est des règles qui apparaissent juste un peu plus tôt, qu'elles jeûnent. Si c'est le cycle, en fait. Voilà, si c'est le cycle. D'accord, ouais. Là, je simplifie, parce que sinon après c'est en détail. Après c'est du cas par cas. Voilà. Non, c'est ça qu'il faut dire, c'est que. Mais tout ça pour dire que quand on jeûne, c'est fréquent d'avoir des troubles du cycle. C'est pas quelque chose d'anodin ou c'est pas quelque chose de rare plutôt, pardon. Finalement, la charge mentale, c'est un peu une course contre le temps. Ouais. Contre le temps, parce qu'on est dans une société où on veut aller très vite, on veut tout maintenant. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je me rends compte aussi en consultation, mais pas que, mais même nous, en fait, je m'inclus encore une fois dedans. Alors qu'en fait, les bonnes choses, ça prend du temps. Être en bonne santé, ça prend du temps. Et je me pose vraiment la question de pourquoi est-ce qu'on veut aller tout le temps vite et pourquoi est-ce qu'on veut gagner du temps et pourquoi... parce que notre corps, il n'est pas forcément fait pour fonctionner comme ça tout le temps, en fait. Parce qu'on a inventé le Thermomix. Le Thermomix. Ouais. Quelle merveille. Donc vous voyez que vous êtes pour gagner du temps. Oui, gagner. Non, mais gagner du temps. Vous voyez ce que je veux dire, bon. Oui, mais gagner du temps, mais pas. Le Thermomix, bien sûr, ça nous fait gagner du temps, mais pas en allant en courant tout le temps, en fait. C'est ça que je veux dire. On n'est pas obligé de courir tout le temps.
On court tout le temps parce qu'on veut tout faire. Et qu'on veut tout faire rentrer dans des journées de 24 heures. Voilà, et ça, c'est pas possible. Et que c'est pas possible. Exactement. C'est pas toujours possible. Souvent, c'est pas possible. Parce que les journées les journées de 24 heures, on n'est pas censé travailler. Il y a le temps où on dort, mais le temps où on ne dort pas, on n'est pas censé être tout le temps non plus en activité. C'est ça qui est important, c'est qu'il y a le temps où on travaille, mais encore une fois, notre corps, notre système nerveux, il a besoin de temps de ralentissement. Et tant qu'on l'a pas, malheureusement, on sera en hyperactivité, en état de stress chronique. Mais c'est tout un paradigme à changer dans la société dans laquelle on vit. Et c'est pour ça que la première chose dont je pense que c'est important, c'est d'en prendre conscience. Tout à l'heure, vous parlez du travail. Même si on ne peut pas changer de travail parce que on n'est pas libre de tout, mais déjà en avoir conscience, c'est déjà important. Et on peut avoir un travail stressant, mais si le soir on rentre et qu'on fait un peu de respiration, un peu de méditation pour se reposer, c'est déjà mieux que si on fait rien ou que si on rentre et qu'on rentre encore dans un autre truc de la maison, des choses à faire, les enfants, et puis en fait on n'a jamais de temps pour soi. Et en fait on se réveille le matin, le lendemain on refait pareil, on retravaille. À quel moment le corps et le cerveau se reposent? Ça, le temps pour soi, il faut le négocier. Ouais. Et il faut l'imposer. Et c'est ce que j'allais dire, ça se négocie et ça se prend surtout, ça se décide. Et c'est pas forcément, on passe pas forcément de rien à une journée. Ça peut être des petits moments, petit à petit. Et encore une fois, parce que moi, par exemple, j'ai des mères qui me disent, ouais, mais moi, j'ai pas le temps. J'ai mes enfants, je peux pas m'arrêter pour mes enfants. Mais encore une fois, si demain, si elle fait un burn-out parental, parce que ça existe des burn-out parentales, il n'y a pas que des burn-out professionnels, qui s'occupe des enfants, ou si elle fait une maladie, qui s'occupe des enfants. C'est pour ça, en fait, le fait d'avoir conscience des choses et de prioriser dans sa tête et de se dire, ok, je relativise. Ça, le fait que je m'occupe de mon enfant, c'est important, mais le fait que je prenne soin de moi, c'est aussi important pour que je puisse prendre soin de lui après. On ne peut pas prendre soin de quelqu'un si on est soi-même épuisé. C'est un changement de mentalité. C'est un changement de mentalité, mais c'est important que les femmes en prennent conscience, parce que, comme je le disais, elles prennent les rendez-vous médicaux pour les autres avant elles-mêmes. Parce qu'elles prennent soin des autres. Mais pour prendre bien soin des autres, il faut aussi que soi-même on soit en bonne santé. Alors Rabab, on vous retrouve sur vos réseaux sociaux. Oui. Comment s'appelle votre compte Instagram? Doc Santé Gynéco. Doc-santé-gynéco. Vous avez une formation sur les hormones aussi, pour celles qui s'appelle Le pouvoir des hormones. Voilà. Et puis vous avez des formations également à destination des professionnels. Exactement. Des médecins et sages-femmes, justement, pour les former sur ces nouveaux paradigmes et sur tout ce qu'ils peuvent proposer à leurs patientes de prise en charge globale, parce que là on parle du stress, mais il y a plein d'autres choses aussi sur lesquelles il faut agir pour changer les choses. Je peux dire à tout le monde que vous me stressez, par exemple. Ah bon? Je vous envoie un message. 3 mois après, j'ai la réponse. Et j'ai un message. 3 mois après. Ça va, Philippe? 3 mois après. Mais je vais vous dire, je fais ça avec tout le monde. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, moi, ça me stresse un peu quand même. Oui, ça va, merci, Rabab. Et 3 mois après, moi aussi. Voilà. Mais c'est drôle. Désolée. Non, mais moi, non, je suis pareil. Non, moi, je suis pareil. Vous répondez vite. Oui, parce que c'est vous. Parce que je sais que si je suis pas dans la fenêtre, ça va prendre 6 mois. Si je suis pas dans la fenêtre du tir, là, je suis mort. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez l'émission podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Rabab d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM. Merci.